القصة هي قصة النهايات السياسية. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Au lendemain de la bousculade meurtrière à la Mecque, les autorités saoudiennes promettent une enquête rapide. Plusieurs ministres dénoncent déjà un manque de discipline des pèlerins. La vacance à la présidence et la crise des réfugiés syriens au cœur des entretiens du Premier ministre Salam à New York en marge de la 70e Assemblée générale de l'ONU. New York, c'est la deuxième étape aussi de son premier voyage aux États-Unis. Le pape François s'adressa cet après-midi à l'Assemblée générale de l'ONU. La coiffeuse, une toile cubiste de Picasso, retrouve les collections du centre Pompidou à Paris après une escapade de 15 ans, à l'origine toujours mystérieuse. Au lendemain de la bousculade qui a fait au moins 717 morts et plus de 800 blessés à la Mecque, les questions restent nombreuses sur ce drame. Que s'est-il exactement passé jeudi matin à Mina? Était-il possible d'éviter un tel drame? Les autorités saoudiennes ont promis une enquête rapide. Plusieurs ministres saoudiens ont dénoncé un manque de discipline des pèlerins. Leila Sali. La vallée de la Mina, à nouveau noire de monde. Dès l'aube, des milliers de pèlerins ont repris la direction des stèles pour le rituel de lapidation de Satan. Le pèlerinage a repris, mais la tragédie de jeudi est dans tous les esprits. J'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Ce qui a eu lieu hier est un terrible accident, mais j'espère, si Dieu le veut, que tout se passera bien aujourd'hui. Après la catastrophe, le roi Salman a promis des réponses rapides et une enquête transparente. Quels que soient les résultats de l'enquête, nous poursuivrons l'amélioration de l'encadrement des pèlerins pendant le Hajj. Nous avons demandé aux autorités concernées de réévaluer leur politique. Beaucoup de pèlerins reprochent aux policiers chargés de la sécurité de ne pas avoir su faire face à la situation. Mais les critiques les plus virulentes viennent de Téhéran. De nombreux Iraniens sont morts dans la catastrophe. Pour nous, il est évident que les autorités exécutives en charge de l'organisation de l'événement et du mouvement des pèlerins vers Jamarat sont responsables de cet incident catastrophique et tragique. Le guide suprême iranien a aussi dénoncé la mauvaise gestion des autorités saoudiennes. Un deuil de 3 jours a été décrété en Iran. Alors que le monde musulman est toujours sous le choc de la bousculade meurtrière à la Mecque, beaucoup aux 4 coins du monde continuent de célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Il s'agit d'une des principales fêtes de l'islam. Les explications de Cédric Ferreira. Karachi. Face au risque terroriste, les autorités pakistanaises prennent leurs précautions. Alors que des millions de musulmans se rendent dans les mosquées ce vendredi pour célébrer l'Aïd al-Adha. En ce jour de fête, certains pensent d'abord à ceux qui souffrent. Nous prions pour les musulmans du Moyen-Orient et ceux du monde entier qui font face à des guerres. Qu'Allah mette fin à ces conflits. Jeudi, il y a eu l'accident en Arabie Saoudite. Nous avons le cœur lourd et nous adressons nos condoléances aux familles des victimes dans ce moment de tristesse. L'Aïd al-Adha est la fête la plus importante de l'islam. Elle est chaque année marquée par le sacrifice d'un animal, pour commémorer le sacrifice avorté d'Ismaël, fils du prophète Ibrahim. Traditionnellement, celui qui sacrifie offre un tiers de l'animal aux nécessiteux, une partie à ses proches et garde la dernière partie pour lui. Ici en Inde, après la prière, les croyants procèdent à l'abattage. Tous nos proches se réunissent aujourd'hui et nous devons prier, nous rassembler et nous devons manger avec eux. Pour d'autres, l'Aïd al-Adha est aussi un moyen de s'évader un peu d'un quotidien difficile. C'est le cas de ces migrants syriens actuellement dans un camp en Serbie. Nous avions l'habitude de célébrer l'Aïd en famille. Maintenant, voilà notre famille. C'est tout ce qu'il nous reste. Une famille en quête d'une meilleure vie en Europe et qui espère fêter l'Aïd l'année prochaine ailleurs que dans un camp de réfugiés. Tamam Salam à New York où il doit participer à la 70e Assemblée générale de l'ONU. À la tribune des Nations Unies, le Premier ministre lancera un appel clair
aux États concernés à venir en aide au Liban pour le déblocage de la présidentielle et aider le pays à faire face à la crise des réfugiés syriens. Le Premier ministre participera également le 30 septembre à la réunion du groupe international d'appui au Liban, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La crise des réfugiés syriens a eu de graves conséquences sur l'économie et la sécurité du Liban. Des propos signés Gebran Bassil. Le ministre libanais des Affaires étrangères s'exprimait lors de la 39e réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères des États membres du groupe des 77 et la Chine à New York. Une réunion préparatoire au sommet des Nations Unies sur le développement durable. Bassil a estimé que la crise a mis à l'épreuve la capacité des institutions libanaises en matière de santé, d'éducation, d'énergie, d'eau et d'infrastructures. Le président russe Vladimir Poutine est attendu lundi à New York où il doit s'exprimer à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il rencontrera également son homologue américain Barack Obama. Une première depuis plus de 2 ans. Les explications de Clovis Casali. Comme dans d'autres zones du pays, la Russie renforce sa présence militaire. Ces images satellites semblent montrer 28 avions de chasse déployés sur une piste d'atterrissage à l'Atakié. Allié indéfectible de Damas, Moscou aurait déployé 1700 hommes pour prêter main forte au régime de Bachar al-Assad, selon les médias russes. Un soutien militaire qui inquiète notamment l'OTAN. Son secrétaire général l'a répété dans un entretien à France 24. Il y a une implication de plus en plus forte des Russes en Syrie. Ils leur apportent différents types d'équipements, des avions de combat, des moyens de défense aériens et d'autres matériels militaires modernes. Mais voilà, Assad fait partie du problème. Il est responsable des atrocités. Il tue son propre peuple. Mercredi, Damas annonçait avoir utilisé pour la première fois des drones fournis par Moscou et le lendemain, ce sont des navires de guerre russes qui effectuent des manœuvres dans l'est de la Méditerranée. Moscou plaide pour la création d'une coalition élargie comprenant l'armée de Bachar al-Assad pour combattre l'organisation de l'État islamique. Les États-Unis sont sceptiques. Si on cherche à vaincre l'organisation État islamique sans chercher une transition politique en Syrie, alors on renforce l'idéologie extrémiste qui nourrit Daesh. Si telle est la position de la Russie, alors c'est une logique contradictoire. En coulisses, les manœuvres diplomatiques se multiplient. Lundi, le président Vladimir Poutine rencontrera son homologue américain Barack Obama pour un entretien bilatéral, le premier depuis 2013. Une rencontre à la demande des Russes et qui interviendra après un discours du président Poutine à la tribune des Nations Unies. C'est là qu'il exposera sa vision pour la Syrie en cherchant à convaincre la communauté internationale qu'il faut soutenir Bachar al-Assad. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, New York, c'est la 2e étape de son premier voyage aux États-Unis. Le pape François s'adressera cet après-midi à l'Assemblée générale de l'ONU. Le souverain pontife participe également à une célébration œcuménique au musée du 11 septembre. Axel Simon nous en dit plus. Ils sont des milliers à s'être déplacés sur la 5e avenue pour accueillir le pape à New York. Dans la foule, après son passage, l'émotion est palpable. C'est très émouvant. Je suis heureuse d'avoir pu le voir en chair et en os. C'est bouleversant. On aime le pape François, on aime tout ce qu'il représente et la façon qu'il a de rendre les gens heureux. On se sent très privilégié et très heureux de l'avoir vu. Jeudi soir, le souverain pontife a célébré une prière à la cathédrale Saint-Patrick à Manhattan. Après Washington, New York est la 2e étape de son voyage aux États-Unis. Vendredi, François prononcera un discours très attendu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la 5e fois qu'un pape se rend à l'ONU. Avant de gagner Philadelphie, le pape se rendra au mémorial du 11 septembre pour un service interreligieux avant une procession dans Central Park où sont attendues 80 000 personnes et une messe au Madison Square Garden. Première visite pour Xi Jinping à Washington. Le président chinois a été reçu par Barack Obama sur fond de tension entre les deux grandes puissances. Les deux dirigeants vont tenter de ne pas laisser leurs divergences polluer la discussion sur la lutte contre le changement climatique. C'est sa première visite officielle à Washington depuis son arrivée au pouvoir. Le président chinois Xi Jinping est reçu à la Maison-Blanche avec tous les honneurs.
Les sujets de discorde entre Washington et Pékin sont nombreux, mais à l'agenda des discussions, le dossier de la lutte contre le changement climatique devrait être l'un des plus constructifs. Les deux chefs d'État pourraient même annoncer la création par la Chine d'un marché de quotas de carbone pour 2017. Il s'agit d'encourager les entreprises à réduire les gaz à effet de serre. Une nouvelle avancée après l'accord conclu en novembre dernier à Pékin. Les deux présidents avaient alors entériné un objectif de réduction des émissions de CO2 pour les deux pays à l'horizon 2030 pour la Chine. Une manière pour le plus gros émetteur mondial de carbone de montrer sa bonne volonté. À Washington, il s'agira de passer à l'étape suivante. Après les objectifs, la mise en place de mesures plus concrètes, avec comme ambition de préparer le terrain pour la conclusion d'un accord mondial sur le climat à Paris en décembre prochain. Le patron de Volkswagen a quitté ses fonctions après le scandale des moteurs truqués. Son successeur devrait être Matthias Müller, l'actuel patron de Porsche. Ce mordu de voiture serait le premier ingénieur informaticien à prendre les rênes de Volkswagen. Apprécié en interne, il bénéficie du soutien des membres des familles héritières de l'empire de la marque. Sa nomination devrait être officialisée ce vendredi. Marc Pop nous en dit plus. Voici celui qui devrait remplacer Martin Winterkorn à la tête de Volkswagen. Matthias Müller n'a certes jamais géré un si grand groupe, mais il est une des figures historiques de la marque. Il faut dire que l'actuel patron de Porsche est le protégé d'un certain Ferdinand Piëch, l'ex-président du conseil de Volkswagen. Quoi qu'il en soit, une lourde tâche attend le futur PDG. Tout d'abord, faire le ménage au sein de l'institution en congédiant les salariés impliqués de près ou de loin dans le scandale des logiciels de trucage. Objectif, restaurer la confiance des automobilistes. Le probable futur patron de Volkswagen devra également assurer l'avenir économique du groupe, et ce, en prenant en compte le coût total du scandale. Si le groupe encourt une amende de 18 milliards de dollars aux États-Unis, il devrait aussi faire face à de nombreuses actions collectives en justice de la part de conducteurs qui s'estimeraient floués. Pour beaucoup, Volkswagen aura du mal à assurer ses objectifs. Ils avaient pour objectif de vendre avec Audi et BMW 1 million de voitures par an. Je pense que ce n'est plus possible. Ils vendent toujours plus de voitures essence que de voitures diesel, mais tout ceci va sérieusement freiner leurs objectifs. Le constructeur allemand s'expose aussi à des sanctions en Europe. La France a d'ores et déjà demandé des contrôles aléatoires sur des véhicules. Et Bruxelles appelle tous les pays membres à en faire de même. Nous invitons les États membres, en plus de ceux qui le font déjà, à mener les investigations nécessaires. Nous avons besoin d'une image globale du nombre de véhicules certifiés dans l'Union européenne qui sont équipés de ces logiciels de trucage interdits par la loi européenne. Si Matthias Müller bénéficie d'une forte aura au sein du groupe, il devra à présent prouver qu'il a les épaules pour affronter la tempête. La coiffeuse, une toile cubiste de Picasso, a officiellement retrouvé les collections du Centre Pompidou à Paris après une escapade de 15 ans. À l'origine, toujours mystérieuse. Estimé à 15 millions de dollars, ce petit tableau a été retrouvé en décembre 2014 par les douanes américaines à New York, près de New York. Christophe Dansette nous en dit plus. Elle mesure 33 cm sur 46. Pour la première fois depuis 15 ans, la coiffeuse de Pablo Picasso retrouve le Centre Georges Pompidou, accueillie par Fleur Pellerin. Pour la ministre de la Culture que je suis, c'est donc une véritable joie de retrouver ici un trésor national de cette envergure. Peint par l'artiste espagnol en 1911, la coiffeuse est un chef-d'œuvre de l'époque du cubisme analytique. Mais il y a 15 ans, l'œuvre disparaît mystérieusement alors qu'elle se trouvait dans la réserve du Centre Pompidou. Elle est retrouvée complètement par hasard en décembre dernier par des douaniers d'un aéroport de New York qui repèrent un paquet suspect emballé dans un papier cadeau quelques jours avant Noël. L'identité des voleurs reste un mystère, tout comme le vol lui-même. Pour le directeur du Centre Pompidou, cela fait partie désormais de l'histoire du tableau. Le public pourra non seulement retrouver un chef-d'œuvre, mais aussi une œuvre qui désormais a une histoire, une œuvre qui a un passé, une œuvre qui a une sorte de profondeur de champ. Le petit-fils de Pablo Picasso, lui aussi, est là pour le retour du tableau, heureux. Et là, je pense qu'on fait l'unanimité, lorsqu'on a un chef-d'œuvre pareil qui à la fois traduit le XXe siècle, traduit les efforts d'un homme. Mon grand-père à l'époque, un homme qui est en devenir, et il lutte en même temps pour affirmer son langage stylistique. Le public devra cependant patienter encore quelques semaines avant de pouvoir admirer la toile, le temps d'une restauration nécessaire après quelques années de mauvaise conservation. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres.
Au lendemain de la bousculade meurtrière à la Mecque, les autorités saoudiennes promettent une enquête rapide. Plusieurs ministres dénoncent déjà un manque de discipline des pèlerins. La vacance à la présidence et la crise des réfugiés syriens au cœur des entretiens du Premier ministre Salam à New York en marge de la 70e Assemblée générale de l'ONU. Et New York, c'est la deuxième étape de son premier voyage aux États-Unis. Le pape François s'adressera cet après-midi à l'Assemblée générale de l'ONU. La coiffeuse, une toile cubiste de Picasso, retrouve les collections du Centre Pompidou à Paris après une escapade de 15 ans, à l'origine toujours mystérieuse. Merci de votre attention, bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. القصة هي قصة المثير السياسية.